Bonjour et bienvenue au podcast Premier Visionnement. Cette semaine, nous couvrons la série Star Wars. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant d'un film ou d'une série de films. Il est important de prendre en note que si vous n'avez pas encore écouté le film à discuter aujourd'hui, je vais le spoiler complètement. Bienvenue sur Kessel. Aujourd'hui, nous parlons de Solo, une histoire de Star Wars, sorti en 2018 et réalisé par Ron Howard, avec Alden Ehrenreich, Emilia Clarke, Donald Glover, Juna Suetamo, Phoebe Waller-Bridge, Jon Favreau, Paul Bettany et Woody Harrelson. Je suis Mathieu et puisque je fais un podcast en solitaire, est-ce que ça me fait Mathieu Solo? Alors, tout d'abord, on va commencer. Juste rappeler les gens qu'on s'en va vers le film de Star Wars, l'épisode 9, l'ascension de Skywalker. On a tout fait tout ce qui s'appelle le film de Star Wars officiellement et maintenant rendu non officiellement. On parle de tous les épisodes de 1 à 8 dans les dernières semaines, les derniers mois. On a fait les deux films de Ewok. On a fait le spin-off de Rogue One, aussi les spin-offs des Clone Wars. En passant aussi là, par la micro-série des Clone Wars. Fait que tout ça, chronologiquement, là, nous amène à aujourd'hui, là, dans le fond, au deuxième spin-off du Disneyverse, au film de Solo. Fait que le film d'aujourd'hui, il devait être initialement réalisé là, par deux personnes, là, Phil Lord et Christopher Miller. Eux autres, ils voyaient plus un style là, d'improvisation là, sur chaque scène. Les acteurs arrivent, puis on y va comme qu'on y va. Là. Ça aurait fait un film là, plus comme Les Gardiens de la Galaxie, là, un film plus léger. Éventuellement, là, Lucasfilm, qui est dirigé quand même là, par Disney, là, mais Lucasfilm n'était pas trop fort sur l'idée à la longue. Là, fait que ils ont amené le réalisateur là, Ron Howard pour prendre le contrôle du film. Ron Howard a comme tout scrappé quasiment tout ce que les deux autres réalisateurs avaient fait, puis il a refait 70% du film. Fait qu'il a refilmé des scènes, toutes d'une différente manière. Le film, d'après ce que je peux comprendre, c'est resté sensiblement la même affaire, mais juste vraiment différent, en fait de ton et d'allure. Là-dedans, on devait avoir par contre un autre méchant. Là, on a Paul Bettany là, qui fait le personnage de Dryden Voss. Mais initialement, là, c'était Michael K. Williams qui avait le rôle, qui avait filmé ces scènes. C'est juste qu'il ne pouvait pas revenir là, une question là, de conflit d'horaire. Pas juste pas revenir là, pour refilmer là, les nouvelles scènes. Là. C'était pas la première fois là, qu'on avait pensé là, à faire un film là, sur Han Solo seul. Ou à faire, dans le fond, là, son histoire d'origine. Même George Lucas, là, environ 10 ans là, avant le film, là, il avait commencé à penser peut-être là, réussir à l'intégrer. Là, même dans le Revenge of the Sith, il avait pensé peut-être avoir une genre d'apparition là-dedans. Puis finalement, ben, il avait peut-être travaillé, là, il voulait concevoir une autre série télé. Qui finalement, qui n'a jamais vu le jour. Là, mais qu'on aurait peut-être pu voir ça là-dedans aussi. Fait que c'est des idées là, qu'on avait parlé, là, qui se parlaient là, à faire éventuellement. Fait que Lawrence Kasdan, qui avait écrit dans le fond là, l'Empire contre-attaque, il avait commencé à écrire toute une histoire pour ce film-là. Puis une fois que Disney s'en est mêlé, Lawrence Kasdan a été embauché dans le fond pour travailler sur le réveil de la Force. Fait que dans le fond, il est occupé sur le réveil de la Force, mais il fallait travailler aussi sur Solo. Fait que le fils à Lawrence Kasdan, lui, a travaillé sur Solo. Fait que dans le fond, c'est un peu une collaboration quand même entre père et fils qui a fait le film d'aujourd'hui. Mais ce qui est quand même le fun à savoir, c'est que dans le fond, là, l'idée, là, elle part pas juste à cause de Disney, là, elle part quand même à partir de George Lucas. Fait que le film d'aujourd'hui, le titre le dit très bien. Solo, un film, une histoire de Star Wars. C'est un film avec Han Solo, pas mal comme pilier central. Au lieu d'avoir la Force ou Luke Skywalker comme pilier central, ben là, on a Han Solo comme pilier central. Puis, dans le fond, plusieurs personnages, plusieurs événements alentour. Qui se passe 10 ans sensiblement là, avant là, l'épisode 4. Fait que on va essayer de mettre des éléments qui se sont produits, là, qu'on sait qui se sont produits dans l'épisode 4 avant ce film-là.
Mais on va quand même garder là, l'espace libre aussi là, pour pouvoir faire un peu là, de n'importe quoi, là, pour faire juste une histoire avec Han Solo. C'est sûr qu'on va avoir une histoire d'amour qu'on a genre jamais entendu parler de Han Solo puis Kira, joué par Emilia Clarke, que ça va être pas mal, dans le fond, la grande motivation là, de Han Solo là, dans ce film-là. Normal qu'on n'entende pas parler parce que ça se passe genre 10 ans après, là, mais c'est ça, dans le fond, ça va être comme toute la force là, ça drive, dans le fond, Han Solo, là, à pouvoir le motiver là, à faire tout ce qu'il va faire dans le film, là, dans le fond, là, pour pouvoir essayer là, de revenir avec elle, là, parce qu'au début, il va être séparé de elle, puis c'est ça qui est dans le fond, là, qui va le faire tout enchaîner, là, toutes les choses qui vont se passer là, dans sa vie à partir de là, ben, c'est ça qui est dans le fond qui va nous amener là, au Han Solo qu'on connaît là, à partir de l'épisode 4. Il va croiser le personnage là, de Woody Harrelson, là, Tobias Beckett. C'est quand même assez drôle parce que dans le fond, ce personnage-là est un peu ce que Han Solo va devenir. Oui, peut-être que lui, il est un petit peu plus sur le côté encore plus croche, là, mais c'est un personnage qui est quand même ce que Han Solo qu'on connaît. Il est pas bien loin de là, dans l'épisode 4. Peut-être qu'il il est moins meurtrier, par contre, là, Tobias Beckett, je veux dire, ça ne dérange pas. Pas que Han Solo, ça lui dérange de tuer nécessairement, là, parce qu'il tue quelqu'un dans sa scène d'introduction dans le bar, dans l'épisode 4, là, ben, il se défend, si on veut, là, quand même, là, mais il tire plus vite. Là, il tire avant de se faire tirer dessus. Là, ce qui va revenir un peu là, dans ce film-là, là, mais juste par principe quand même. Là, on a sensiblement là, le jeune Han Solo qui va devenir sensiblement un peu le personnage là, de Tobias Beckett. On va jouer avec une genre de thématique ou idée plutôt là, de faire confiance à personne. Parce que cette personne-là peut aussi bien se revirer contre toi n'importe quand. Fait que on sera jamais surpris de ce qui va se passer. C'est quelque chose qui pas mal, le script est pas mal formé là-dessus. Là. On voit ça une coupe de place là, avec même le personnage là, de Tobias Beckett. Là, à la fin, c'est ce qu'il fait. Il servir sur Han Solo. Pas qu'il aime pas Han Solo, mais il est vraiment pour. Il travaille pour lui-même. Là, fait que, il est vraiment lui aussi très solo là, en soi. Puis c'est ça, fait qu'il se retourne contre tout le monde. Ça se voit là, dans Lando, ça se voit dans toute l'équipe là, qui sont avec Tobias au début. Là. Puis même Emilia Clarke à la fin, là, c'est ce qu'elle fait à la fin. Là, elle est là pour pour elle-même. Elle veut pas tuer Anne, là, mais finalement, elle trouve moyen là, de s'en débarrasser, tout simplement. Puis une fois que son boss à elle est mort, Dryden Boss, puis elle prend le contrôle là, de toute son organisation à lui. Là. Fait qu'on joue beaucoup avec cette idée-là. On joue un petit peu aussi là, dans l'idée là, de liberté. On a ça là, avec les Wookiees là, un peu partout là, dans le film. Là, parce que dans le fond, on commence avec Chewbacca, que lui il est emprisonné. Puis il sait qu'il y a pas mal de Wookiees emprisonnés un peu partout. Puis finalement, ben, il croise là, dans les mines là, sur Cassel. Des Wookiees qui sont emprisonnés, et puis là, ben, tu sais, dans le fond, il libère les Wookiees, puis dans le fond, il libère pas mal tout le monde là. On va voir le personnage là, de L337, qui est un robot, puis qu'elle aussi, là, un bout, là, elle décide là, de libérer des robots là, qui ont comme toutes des puces là, qui sont attachés là, à une telle place. Là. On avait vu ça dans l'épisode 4, là, dans le fond, là, les Jawa là, qui avaient mis là, tous des petits genres de trackers là, sur chaque robot là, pour qu'ils puissent rester là, sur place. Là. Fait que ça, c'est quand même un autre aspect là, dans le film. Là. On va jouer un petit peu pas mal avec ces idées-là. Là. En parlant de Chewie, lui aussi, ça va être comme un personnage qui va être libéré. Ce qui est quand même curieux, que dans le fond, Han Solo va avec Chewbacca. Mais en bout de ligne, ça va être pas mal sa seule croissance comme personnage. Je veux dire, il va comme juste s'attacher à Han Solo tout de suite là, en partant. Puis ça va être pas mal le Chewbacca qu'on connaît depuis le début. Là. Fait que le film ouvre comme tout film de Star Wars, il y a longtemps dans une galaxie très très lointaine. Et comme Rogue One, ben on n'a pas là, dans le fond là, de ce gros logo Star Wars qui nous apparaît en pleine face. On a un autre texte écrit en bleu qui nous explique un peu, là, dans le fond, là, la mise en situation là, d'Han Solo là, sur la planète Corellia.
c'est un petit peu déstabilisant. Là. On ne sait pas, comme avec Rogue One ou avec des épisodes en ce moment, là, comment on va y aller à chaque film. Là. Ben, c'est correct en bout de ligne. Là. On nous place un peu là, comment que. Dans le fond, la vie de Han. Encore une fois, je pense que, comme j'avais dit pour Rogue One, je pense qu'on aurait dû garder quand même un logo de Star Wars au début, là, puis nous marquer le solo au lieu de marquer l'épisode. Là. On aurait dû marquer là, solo ou quelque chose de similaire. Là. Ou peut-être marquer Han Solo en fait générique. Là, peut-être ça aurait été mieux. Là, parce que c'est sûr que marquer solo une histoire de Star Wars, ça aurait pas fité. Là. Mais c'est juste une question là, de rester là, dans l'univers. Là. Je pense que on aurait dû garder ça de même. Fait que, on voit notre nouveau Han Solo là, joué par Alden Ehrenreich. Que lui, il est en train, dans le fond, là, de voler une voiture. Puis il a volé aussi là, une dose de coaxium. Là, puis c'est dans le fond, c'est du carburant. Là, puis dans le fond, ça va lui donner assez d'argent là, pour pouvoir se sauver de la ville là, avec sa blonde, Kira. Mais en même temps, là, ben, se faire poursuivre là, par Lady Proxima. Que, elle, dans le fond, c'est un autre Jabba. Là, c'est un petit peu la même scène. Là, que, c'était comme un condensé là, de tout ce qu'on connaît là, de Han Solo qui se fait tout le temps poursuivre par quelqu'un. Là, un autre des contrebandiers, puis tout ça. En tout cas, des dirigeants ou des organisations criminelles. Puis, en tout cas, c'est un peu la même affaire. Là. On est encore un peu là, en train de nous placer, dans le fond, là, comme qui a tout le temps été placé là, dans chaque fois qu'on était représenté à Han Solo. Là. C'est soit dans l'épisode 4, dans l'épisode 7, puis là, dans ce film-là. C'est correct qu'on mette ça là, pour nous embarquer là, en contexte. Là. On est au début du film. Il faut trouver moyen là, d'accepter là, notre Han Solo, qu'on retourne en arrière, qu'on a mis un nouvel acteur, pour être capable là, de l'apprivoiser. Je vais parler tout de suite de lui, dans le fond. Là, je trouve que, dans le fond, l'acteur fait bien sa job. Il y a peut-être les manies là, qui sont un petit peu tout le temps exagérées. Là. Il est tout le temps en train de pointer du doigt. Là. Je me rappelle pas est-ce que Han Solo ou Harrison Ford faisait ça là, à tous les trois mots. Là, tout le temps en train de pointer le doigt. Là, fait qu'il y a peut-être des choses qui ont été exagérées en soi. Là. Il n'y a pas tout le temps été de même. Est-ce que sache, là, on place les postures là, qui sont exactement comme Harrison Ford, là, mais en tout cas, je trouve quand même là, qu'on a un personnage là, qui est bien fidèle là, à la manière là, qu'on a Han Solo dans l'épisode 4. On a le personnage de Kira qui est joué là, par Emilia Clarke. Emilia Clarke, j'ai parlé d'elle là, il y a quelques semaines là, avec Terminator Genesis. Si vous avez écouté l'épisode sur ce film-là, ben, vous vous rappelez que j'étais pas très très fan là, de son personnage à elle. C'est sûr que le personnage qu'elle avait là, dans Terminator, elle reprenait là, le personnage là, emblématique là, de Sarah Connor. Fait que, veux pas, on pouvait avoir une comparaison. Là, c'est un personnage nouveau. Fait que peut-être pour ça que j'ai pas mal plus de facilité à l'accepter là, dans ce film-là. Même les deux ensemble, surtout au début du film, on voit qu'ils sont en amour, puis je veux dire, sont prêts à faire tout. La chimie entre les deux personnages là, est parfaite. On voit que ça clique. Je trouve que dans le fond, c'est ça qui fait que le restant du film là, va marcher là, juste là, par les petites scènes qu'on a au début. Là. Fait que c'est ça, ils se font capturer puis, par Lady Proxima, puis sa gang, puis après ça, ben là, ils se sauvent de là, puis on a déjà là une autre petite scène de poursuite, là, quand même pas pire, là, dans le fond, le petit scène de poursuite, là, c'est vraiment, là, j'ai regardé les documentaires, là, puis ils disent que c'était basé là, sur des films là, des 70, là, bien, avec les voitures de 70, puis ils faisaient, ben c'est ça, toutes des courses là, avec des muscle cars qu'on appelle, puis en soi, là, je trouve que cette scène-là est quand même pas pire, puis ça dégageait pas mal à l'écran, là, même avant que je voie les documentaires, là, c'est ce que je me disais, là. Puis on le voit là, très bien à l'écran, là, la manière que c'est représenté, là, tout paraît bien là-dessus, là. Ben, je dis que ça paraît bien. Je dirais que depuis le début du film, tout là, le premier 15-20 minutes là, du film, je sais pas si c'est exactement le Blu-ray que je l'écoute, mais même au cinéma, je me rappelle, il y avait quelque chose qui marchait pas avec l'écran. Je sais pas exactement là, comment ils ont filmé là, ce film-là, là, mais tout le début, là, jusqu'à temps là, qu'il rencontre Chewbacca, là, on dirait qu'il y a une basse résolution. Là, toute l'image est pas belle, là, en tout cas.
Je trouve ça même un petit peu dur des fois là, à essayer de suivre là, parce que c'est comme tout embrouillé. On dirait qu'ils ont filmé là, d'un ancien téléphone là, qui est même plus HD à rien. Là. Tu sais, il y a quelque chose qui marche pas. Là. C'est juste comme peut-être trop pitché, là, ou ils ont manqué de temps. Faut pas oublier que dans le fond, là, ils ont mis beaucoup d'argent dans le film parce qu'ils ont comme fait 2 fois ou une fois et demie le film. Là, fait que je sais pas si c'est ça qui est copé, là, dans le fond, là, qu'ils n'ont pas eu le temps là, de finir tous les effets là, au début du film. Ils se sont dit, ben, on va mettre l'argent vers la fin. Je sais pas exactement, là, mais ce que je sais, c'est que les 15 premières minutes de ce film-là, là, c'est dur à regarder, là, c'est pas très beau. Là, toutes les images, surtout qu'elles sont dans le noir, là, ça devient tout flou, là, puis je trouve ça bien plate, là, puis on voit bien mal. Là. Fait que Anne et Kira, ils se sauvent, là, ils arrivent là, dans le fond là, au port, là, en tout cas à l'aéroport, ou je sais pas comment on peut dire ça, là, mais à partir de là, ils vont être séparés, dans le fond parce que le scénario dit qu'ils doivent être séparés. Là, c'est comme un peu nono, là, ils traversent une porte, là, puis la porte tombe entre les deux, là, elle se fait attraper. Là, c'est vraiment là, parce que c'est ça, le scénario dit qu'ils doivent être séparés, là, ils peuvent pas être ensemble, là, puis c'est sûr que ça va être la motivation pour lui qui continue après ça, là, mais ils vont être séparés là. À partir de là, Anne, il va voir une annonce à la télé là, qui dit là, d'embarquer là, dans l'Empire. Là, dans le fond, il va se servir de ça pour comme se sauver. Là. On va avoir un genre de tune de l'Imperial March qui va jouer. Là, c'est quand même drôle un peu, là, le petit clin d'œil, là, mais en tout cas. Fait que là, c'est là qu'on va arriver au nom, là, la manière là, qu'on va appeler Han Solo. Là, il va parler avec quelqu'un, là, puis quelqu'un il va demander son nom, puis il va dire Han, là, puis ok, t'es tout seul, Han Solo. Tu sais, je trouve que ça a comme pas rapport. Là. Il y aurait eu d'autres manières là, d'apporter ça là, dans le film. Là, je veux dire, même justement, là, qu'il était dans l'armée, là, il aurait pu avoir un autre nom. Ou il aurait pu dire tout le temps là, qu'il s'appelle Anne, puis ou tout simplement que maintenant là, il était rendu solo. Tu sais, je veux dire, parce que là, il est plus avec Kira. Tu sais, il dit là, je suis Anne et solo. En tout cas, je trouve que tout est comme un peu forcé là, dans cette scène-là, là, où ça aurait pu juste être réécrit, là, simple. Fait qu'après ça, on va se ramasser là, sur un champ de bataille. Je trouve que là, ça aurait peut-être été la meilleure manière, justement, là, de dire qu'il s'appelle Solo, là. Qui aurait pu partir d'une bannière là, tout seul, puis il aurait pu dire hey, le Solo, qu'est-ce que tu fais, tu sais? Je sais pas, tu sais. Mais, en tout cas, c'est peut-être pas comme la manière que c'était pour la scène avant, là. Je suis pas écrivain, là, mais en tout cas, je trouve que ça fit pas, là. Fait que c'est ça, on est sur le champ de bataille, puis c'est là où, dans le fond, là, il va rencontrer là, toute l'équipe là, à Tobias Beckett. Il va quand même tout le temps montrer là, que Han Solo, il y a un côté moral, puis il va se rendre compte là, que dans le fond, c'est eux, c'est l'Empire là, qui envahit les mondes, puis dans le fond, là, il montre bien, là, dans le fond, là, qu'il est pas pour l'Empire, là, il est vraiment tout le temps en train là, de se plaindre, là, dans le fond, là, puis là, c'est ça, il voit, dans le fond, là, Tobias Beckett, là, puis ses alliés, puis il saute tout de suite sur l'opportunité, là, dans le fond, là, de pouvoir se sauver de là. Sauf que Beckett, dans le fond, il va rien savoir de lui, en bout de ligne, là, lui, il a des plans, là, puis en tout cas, il réussit à les faire emprisonner, puis c'est là où, dans le fond, on va rencontrer là, Chewbacca. Je trouve que c'est une belle manière là, de porter le personnage. Là. Je veux dire, dans le fond, là, ils partent là, chacun de leur part. Là, c'est quand même assez drôle là, la manière où, dans le fond, Han Solo va parler là, le Wookien, là, ou en tout cas, le langage que Chewbacca parle. Mais tu sais, quand il pense bien, là, ça a du sens. Ça. Je sais pas où ce qu'il l'a appris, mais le fait qu'il parle le même langage, ça a du sens. Mais je ne voudrais plus jamais revoir ça, par contre. Ça a l'air juste complètement ridicule. Fait que le fait que Han Solo, il monte la porte de sortie là, à Chewbacca, c'est là qu'on dirait que là, tout d'un coup, là, Chewbacca devient collé carrément là, à Han Solo. Puis il ne va plus jamais quasiment repartir là, de ses côtés. Il va se dépêcher à aller rejoindre là, Beckett et sa gang. Puis là, dans le fond, là, c'est là où, dans le fond, toutes nos introductions là, sont faites. C'est là où on part le film, là, à mes yeux. Fait que là, ils sont sur le vaisseau, puis ils prennent une douche. Je sais pas si on avait vraiment besoin de voir qu'ils étaient dans la douche ensemble, là, mais en tout cas. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a besoin là, de pas mal de head and shoulders là, pour Chewbacca, là, pour qu'il devienne tout propre là, pour la scène suivante. Là. En parlant de tout propre, puis de lavage, on dirait qu'une fois là, que c'est ça, on voit là, Chewbacca qui sort, puis il est tout bien propre, tout ça.
C'est là où, en même temps, on se rend compte que tout ce que je disais tantôt, là, qu'on voyait mal depuis le début du film, là, ben, c'est là où tout d'un coup, là, tout s'éclaircit, là, puis toute l'image, là, elle devient toute bien belle, tout ça, là. Fait que c'est. Je sais pas. Tu sais, peut-être que le film, le premier 15-20 minutes, là, avait pas eu là, de Head and Shoulders là, sur la pellicule. Je sais pas quoi, mais c'est là où on comprend tout ce qui se passe à l'écran, puis tout est clair, hein. C'est une question technique, là, je le sais, là, mais ça devient gossant quand on voit là, tous les standards qu'on a aujourd'hui. Puis là, surtout avec les derniers films qu'on a eus, là, oui, les derniers Jedi, là, les effets spéciaux étaient so-so, sauf que ça a toujours été clair comme écran. Là. Mais là, on avait du flou, puis en tout cas, c'est du mal illuminé. Là, on avait toutes sortes d'affaires, là, n'importe quoi, là, mais c'est là où c'est ça. Là, en fait, là, de visuel, là, c'est du concret, là, puis ça reste de même, là. Ça reste stable. Là. Fait que, comme Harrison Ford, qui semblait trop vieux, là, ben, Peter Mayhew, qui faisait Chewbacca là, dans les premiers films, là, ben, là, il a été remplacé là, par un autre acteur là, de grande taille, là, Jonas Suotamo. Honnêtement, je veux dire, on voit que c'est pas le même acteur, là, mais lui aussi, là, pour tout le film, là, il va faire un bon Chewbacca là, à Stan Solo. Là. Dans le fond, c'est pas la première fois où il était Chewbacca. Là. Il avait été Chewbacca aussi là, dans les derniers Jedi, là, puis la doublure là, à Peter Mayhew là, dans le Réveil de la Force. Là. Fait que, on pourrait dire que l'acteur a commencé à être habitué. Là. Ce que je trouve fun aussi, c'est que Chewbacca a l'air de Chewbacca. On avait vu Chewbacca là, dans l'épisode 3 qui n'avait pas de l'air de Chewbacca. Là. Il avait l'air juste de Chewbacca qui s'est battu avec le peigne. Là. Mais là, on a un Chewbacca tout bien trimé. Là. Je trouve que c'était quand même important là, qu'on ait quelque chose là, qui ressemble bien au personnage. Là. Fait que là, on apprend là, dans le fond les plans là, à l'équipe à Beckett. Là, dans le fond, là, ce que eux autres, là, c'est des genres de contrebandiers pirates. Là, que eux autres, là, ils sont à la recherche là, d'aller chercher une cargaison là, sur un train. Là, c'est avant qu'on sache, là, dans le fond, là, qui est engagé là, par Drayden Voss. Là, je trouve que ça aurait peut-être été une bonne manière de le dire là, tout de suite. Là, parce que là, une fois qu'il va avoir fait l'attaque sur le train, c'est comme ça va changer tout, là, en bout de ligne, là, que peut-être que Han Solo a réagi différemment, là, ayant su que c'était pour quelqu'un d'autre, là, qu'il y avait une raison, c'était pas juste pour avoir de l'argent là, du vol, dans le fond. Là. Fait qu'on est tout de suite à replonger là, dans une autre scène d'action. C'est pas long, hein, c'est quand même assez rapide, c'est tout le temps action, action, action. Là, ça lâche pas là, depuis le début du film. C'est sûr qu'on a eu un peu là, l'introduction là, de tous les personnages là, qui sont pas vraiment importants en bout de ligne. Là, on sait qu'il y a un pilote. Il y a une femme pour Beckett qui sont bien en amour. C'est tout ce qui est important là, à savoir en bout de ligne. Là, parce que dans le fond, les deux vont mourir, là, ces deux personnages-là. Dans le fond, il y a Val qui est en amour avec. Qui est en couple avec Tobias Beckett. Puis il y a Rio Durant là, qui est dans le fond fait à l'informatique, là, joué par John Favreau. Les autres qui font partie de l'équipe, là, mais c'est pas important vraiment de les savoir parce que dans le fond, ils vont mourir là, dans la prochaine. Dans la scène là, du train. Là. C'est sûr que dans le fond, le personnage là, de Rio, ben, lui, en mourant, ben, ça va donner la chance à Han Solo là, de prendre la place là, de pilote. Puis le personnage là, de Val, ben, elle, en mourant, ben, dans le fond, Beckett se ramasse seul. Là. Fait que lui, dans le fond, ses intérêts sont seuls. C'est à savoir, par contre, est-ce que si, mettons, elle était pas morte dans cette scène-là, est-ce que il aurait tout le temps fait tout ensemble ou même rendu à la fin, est-ce que lui serait parti solo de son bord? Ça, c'est une question que je me pose vraiment là, à chaque fois que j'écoute ce film-là. Là, est-ce qu'il va vraiment rester seul? Moi, je croirais pas, par contre. Je crois que vraiment, là, il tient à elle parce qu'à quelque part, là, quand elle meurt, là, c'est comme la seule fois où il est vraiment là, blessé. Là, tu sais que ça y a fait quelque chose, là, mais encore une fois, là, il fait confiance à personne. Fait que ça n'aurait pas été surprenant là, qu'il tourne le dos à tout le monde, là, mais c'est le genre d'affaire qu'on ne saura jamais. Là. La scène sur le train, quand même une bonne scène. Là, je veux dire, j'aime bien la scène. Là, c'est juste que c'est comme tout le temps trop coup sur coup. Là, la scène de poursuite au début, la scène avec Chewbacca, en comptant aussi là, le champ de guerre, tout ça. Là, on est rendu là, encore les effets là, dans le piton là, avec le train. Là, j'ai juste hâte un petit peu là, que ça slack, là, puis qu'on prenne un peu notre temps. Là, je trouve que c'est juste un petit peu trop au début. Là. Dans le fond aussi, en même temps, cette scène-là,
En plus de ça, les personnages secondaires, ça nous introduit au personnage de Denvis Ness, là, puis elle, sa gang. Ça, c'est encore d'autres contrebandiers pirates, là. Fait que c'est juste un monde de ça. On va se demander là, exactement là, où est-ce que ça va rentrer là-dedans. Là, en tout cas, on va revenir un peu là, avec ce personnage-là un peu plus tard dans le film. Fait qu'après cette scène-là, c'est ça. Comme j'ai dit tantôt, c'est là qu'ils vont dire qu'il était engagé là, par Dryden Voss là, pour aller chercher la cargaison. Ça aurait été bon de le savoir avant, mais en tout cas. Fait qu'il va aller voir Dryden Voss, puis c'est là où Han Solo va tomber face à face avec Kira, puis on va savoir tout de suite qu'elle pense pas pareil. Là, c'est comme elle est contente de retrouver Anne, là, mais tu vois là qu'elle pense plus là, du tout. Là, c'est plus la même Kira là, qui était là avant. Là. Fait que les autres, dans le fond, va falloir qu'ils marchandent un peu là, pour dire là, qu'ils vont réussir à leur charger la cargaison. Tu sais, je me dis, on a eu l'introduction là, de Dryden Voss, là, que lui, il a tué genre un dirigeant là, d'une ville. Là, en tout cas, c'est comme ça qu'on voit. La première seconde qu'on le voit, là, il tue quelqu'un là, qui est un dirigeant. Là. C'est parce que je me dis, je pense qu'il n'aurait même pas niaisé là, avec Han Solo. Tu sais, quand il est rentré avec Tobias, là, quand il est rentré avec Han Solo puis Chewbacca, là, il me semble que le gars, je le sens que si ça n'avait pas été Han Solo, on aurait été dans un autre film. Là. Il aurait probablement tué là, Han Solo ou Chewbacca. Là. Il aurait dit là, bon, ok, c'est beau, tu me l'as pas amené, là, ok, c'est beau, je passe ma rage. Là. Tu sais, il me semble que ça aurait été une introduction normale. Là. Fait que je trouve que c'est un petit peu là, contraint, là, un peu, là, juste le fait que c'est Han Solo. Là. En tout cas, normal qu'ils peuvent pas tuer Han Solo. Là, fait que le plan, c'est qu'il aille sur Kessel pour aller chercher, là, dans le fond, là, le genre de pétrole. Là, en tout cas, le Gugus qui était dans le train, puis qu'elle l'a cherché à son état cru. Là, puis après ça, ils vont tout le raffiner. Là, puis c'est du pétrole en bout de ligne. Là, fait que Kira va partir avec eux autres. Puis elle va avoir l'idée là, qu'elle connaît Lando Calrissian. Puis c'est là que Lando va rentrer dans l'histoire. Fait que si on connaît un peu là, les histoires de Star Wars, on sait que dans le fond, Han Solo a gagné le Faucon Millénaire et une partie de jeu là, de sa bac. Fait que là, dans le fond, là, je sais pas s'il nous niaise un petit peu là, juste à ce que Han Solo là, il s'assied avec Lando, puis que finalement, Han a de l'air à gagner le Faucon, mais finalement, il ne gagne pas parce que Lando il triche. Là. Puis c'est avec ça que dans le fond, il va amener Lando avec eux autres. Lando, joué par Donald Glover. Encore une fois, on a choisi un bon acteur là, pour faire le personnage de Lando. Je vois vraiment ce Lando-là devenir Billy D. Williams. Il y a le personnage de L337 qui est le second à Lando. C'est un autre robot. Je sais pas exactement là, c'est quoi qu'ils ont là, dans tout le Disneyverse là, de nous mettre tout le temps des robots là, à cette heure comme personnage. Là, bon, différentes cultures, peut-être, là, tu sais, mais je sais pas, là. Mais il faut tout le temps nous mettre là, un robot, là. Mais encore une fois, peut-être que ce robot-là vole le show un peu aussi, là. Joué par Phoebe Waller-Bridge. Dans le fond, elle avait... l'actrice, là, elle était sur le stage aussi, là. Elle était bien en vert, là, puis elle avait juste quelques éléments, là, de robots sur elle, puis ils l'ont généralement, là, quasiment toutes les séquences, là, ils ont juste effacé sa face sur tout ce qui est en vert, puis ils ont juste remplacé là, par les fils ou les câbles là, dans le robot. Là, fait que ça donne quand même la performance de l'actrice. Là. Puis ça paraît, là, je trouve que le robot, là, il semble vraiment réel, là, où il y a vraiment une humanité là, au robot. Fait que on est quand même rendu avec un film là, de Solo, mais on est comme toute une grosse troupe, là, un petit peu comme qu'on avait là, dans Rogue One. Là. C'est pas juste Solo, c'est toute l'équipe au complet. Là. Puis suite à ça, ça va nous amener à notre dernier personnage là, qu'on doit connaître là, pour l'histoire là, de Solo. On a le Faucon Millénaire qui est comme tout propre, tout neuf. Je sais pas, en regardant là, quand est-ce là, que ça se passe, là, ce film-là, on est comme sensiblement là, entre le 3 et le 4. En supposant que Chewbacca avait 200 ans là, dans l'épisode 4, je sais pas si c'est canon, là, mais dans le temps, ça l'était. Qui disait qu'il avait 200 ans là, dans l'épisode 4. Là, fait que si maintenant ils disent qu'il a 190 ans, ça nous met 10 ans là, avant l'épisode 4 pour Chewbacca, là, je parle. Ça nous donne qu'on a un faucon tout propre. Je sais pas si le faucon aurait pas dû être plus propre.
qui ressemble plus à un modèle des épisodes 1, 2, 3, peut-être plus shiny, un petit peu moins avec des panneaux sortants, tout ça. Il me semble on aurait dû avoir quelque chose qui ressemble un petit peu plus aux épisodes 1, 2, 3, là, puis qu'une fois qu'il est brassé un petit peu plus, là, qui ressemble là, au faucon qu'on voit dans les autres films, là, moi, c'est juste ce que j'ai à dire. Mais à part de ça, je trouve ça logique. Dans le fond, encore une fois, là, qu'on a un faucon qu'on voit pas ses parties, qui est comme tout fermé, puis qui a de l'air tout propre, là. Je sais pas si c'est le faucon d'origine, dans le fond, s'il vient comme ça, ou c'est juste Lando qui a comme tout fermé les panneaux, là. Ça, je sais pas. Ce qui est pas mal sûr, dans le fond, là, si mettons c'est le vaisseau s'il est vendu de même, puis il la jette de même. C'est pas ce faucon-là que, finalement qu'on a vu là, dans la revanche des Sith, là, au début, là, comme un Easter egg. Là, mais en tout cas. Fait qu'on se ramasse sur Kessel. On a un clin d'œil à l'épisode 6, là, où Woody Harrelson il s'habille avec le linge que Lando va s'habiller avec là, dans l'épisode 6, dans le palais de Jabba. Là. Dans le fond, il a dû remettre comme ces choses là, dans le faucon, puis Lando a pris cet équipement là, une fois qu'il est allé dans le palais de Jabba. Là. C'est ce qu'on peut supposer. Ça va être pas mal là où on va avoir la seule scène qui est comme dédiée quasiment à Chewbacca. En bout de ligne, Chewbacca va se rendre compte là, dans les mines qu'il y a d'autres Wookiees, puis il va partir là, aller les aider, puis Han Solo va le laisser partir. C'est bien noble et gentil là, d'Han Solo de faire ça. Mais ça va être quasiment la seule fois, je trouve, qu'on dirait qu'ils ont de l'air à se reparler. Là. Ils se sont parlé là, une fois là, sur le vaisseau, où ils se nommaient, là, ils ne s'avaient pas nommé. Là. Puis que, tu sais, dans le fond, j'en ai pas parlé tantôt, là. Mais c'est ça, où ce que Chewbacca, il dit, qui s'appelle Chewbacca. Han Solo, il répond, Chewbacca, moi, je peux pas dire ça toutes les fois, là. Tu sais, je sais pas, là, c'est le genre d'affaire que tu peux quasiment pas dire littéralement de même, là. Ça se dit pas à quelqu'un, mettons, Alexandre. Hey, Alexandre, je dirais pas Alexandre à toutes les fois. Tu sais, je sais pas, ça se dit pas, me semble. Tu sais, c'est à la longue, à force de parler, là. Puis dans les cavernes, là, ça aurait été une belle manière là, qu'il aurait comme pu écrier, là. Hey, Chew, à la place de dire Chewbacca, ou dire Chewbacca, puis hey, Chewie, puis tu sais, genre, je sais pas. Tu sais, tant qu'il l'appelle pas, là, Chico, comme que, si maintenant vous avez vu, là, la version française, là, dans l'Empire contre-attaque, c'est. En tout cas, je sais pas si c'est comme ça aujourd'hui, là, mais je pense que c'est sur le DVD. Là. En français, là, il l'appelle Chico. Là, c'est un petit peu. Sa vie est plus tordant, là, ça l'enlève quasiment toute crédibilité. Là. Mais tout ça pour revenir, là, que, je veux dire, il me semble que c'est quelque chose qui se dit pas, là, carrément. Là, fait que finalement, les Wookiees vont être libérés, puis Chewbacca, ben, pour une raison inexpliquée, il va continuer à suivre Han Solo. Et en se sauvant de là, ben, dans le fond, là, c'est ça. Toutes les personnes là, qui travaillaient dans ce domaine-là là, ont tout été libérées, là, tous les esclaves. Là, fait que ce soit les robots ou que ce soit les Wookiees, fait que c'est la guerre totale. Puis là-dedans, ben, L337, elle se fait tuer. Elle se fait détruire, dans le fond. Là, puis que, dans le fond, là, quelques semaines plus tard, ils vont la mettre là, dans le faucon. Ça va aller avec l'idée, là, tu sais, il avait mis là, des sons là, dans les 337 qui sont là, dans le faucon, là, dans l'épisode 4, là, comme pour montrer, dans le fond, là, que ce personnage-là est comme devenu là, la conscience là, dans le faucon qui aide là, à ce que le faucon soit mieux qu'un autre. Là. Fait qu'ils vont partir de là pour à peu près quasiment une raison X. Il va y avoir un Star Destroyer qui va être planté là, dans le chemin, là, dans le genre de tunnel de nuages là, pour se rendre à la planète. Là, je sais pas. Je sais pas comment qu'un Star Destroyer déciderait là, d'aller se pitcher là-dedans. Là, quand il y a clairement pas l'espace pour qu'il passe. Là. En tout cas, on va avoir une scène d'action avec le faucon. Je sais pas si c'est moi, là, mais on a eu ça, là, ça fait 3 fois là, sur 4 films là, depuis le Disneyverse. Oui, on l'avait eu même là, dans les films originaux là, avec le Faucon millionnaire là, à l'entour du Death Star, puis avec le chandail astéroïde là, dans l'épisode 5. Là, mais je sais pas, mais je trouve que ça commence à s'essouffler. Surtout qu'en même temps, là, la musique, elle joue la même clip musical là, des autres épisodes. Là. Fait que
Le faucon qui se promène avec des TIE Fighters qui l'attaquent, là, c'est quelque chose là, qu'on a vu là, un peu trop souvent. Là, les effets là, sont peut-être meilleurs là, qu'en 77, en 80 ou en 83. Ça, je vais le donner, là, mais là, ça sent le réchauffer. Là. C'est non nécessaire. La scène elle ressemble un peu quand même à le champ d'astéroïdes où, dans le fond, il y a à peu près nulle part où aller. Le faucon, là, puis il y a des débris partout, là, ils peuvent quasiment se faire exploser n'importe quand, là, en rentrant dans quelque chose. Je pense que ça rend Han Solo pas nécessairement un bon pilote, ça le rend plus suicidaire que d'autres choses. Fait que, il va cracher le faucon sur un astéroïde, puis en bout de ligne, il n'y aura pas de séquelles de ça, là, tu sais. Il n'y aura pas de brèche à rien, là, tu sais. Il va juste pouvoir lever, puis il n'y a pas de problème, il n'y a rien qui est arraché, là. À part peut-être les pattes, là, mais en tout cas, tu sais, ça n'a pas rapport, là. Fait qu'en bout de ligne, c'est ça. Ils vont se débarrasser des TIE Fighters, puis un peu une scène là, qui rappelle un peu l'épisode 1. Étrangement, on va revenir à l'épisode 1, là. Mais je trouve que ça fait exactement comme ça, là. Tout d'un coup, le faucon, il commence à se slacker, puis tout d'un coup, il rallume les lumières, puis il se ramasse en face d'un monstre, là. C'est pareil comme dans l'épisode 1. Puis là, ben, à la place d'être un gros poisson, là, qu'on avait vu au début de ce film-là, ben, c'est un genre de grosse pieuvre là, avec 100 000 tentacules. Là. Puis, c'est ça, ils vont tomber là, avec un genre de trou noir là, où ils vont, la pieuvre, ils vont s'arranger pour qu'elle tombe dedans. Puis que là, finalement, là, ils vont éjecter là, leur navette de secours. Tu sais, on le voit même pas. C'est en clin d'œil là, quasiment. Là, tu peux le manquer, là, que finalement, le faucon reprend sa forme là, au centre, là, il manque un bout. Là, c'est juste là qu'on s'en rend compte, là, parce qu'on le comprend quasiment pas. Là, moi, je me rappelle au cinéma, là, j'ai jamais remarqué que le faucon, dans le fond, il a manqué son morceau central. Là. J'ai comme vu tout le temps le faucon là, comme complet. Là, en tout cas, je trouve que c'était juste une affaire visuelle là, qui ont comme manqué un peu. Là, il aurait dû comme nous le montrer que le faucon a de l'air tout d'un coup du faucon. Là, juste une fraction de seconde. Là. Puis pas vraiment là, comme trop dans le feu de l'action. Là. En tout cas, moi je pense que c'est ça. Là. Fait que le faucon va réussir à se sauver de là. Puis là, il va aller s'écraser là, sur la planète Savarine. Où ce que dans le fond, là, ils vont pouvoir raffiner là, le coaxium, là, le genre de pétrole. Là. Là, il va être rattrapé là, par une Fist Nest. Là, c'est là où ce que Lando, dans le fond, là, il va partir de son bord. Là, il va juste reprendre son faucon parce que, en tout cas, il veut plus rien savoir comme de Han. Là. Fait que Infest Nest, elle et sa troupe, là, dans le fond, ils vont comme un peu s'allier là, avec Anne. Parce que dans le fond, là, on va apprendre que c'est pas vraiment des pirates. Là, c'est juste des rebelles là, contre l'Empire. Puis, Anne, il s'identifie avec eux autres un peu. Là, fait que, en même temps, ben, ça fait pas tout à fait l'affaire à Beckett. Là, fait que Beckett, là, il trouve un petit bout d'histoire là, à lui. Là. Il s'invente peut-être une histoire, on ne sait pas. Il va parler de Tatooine. Dans le fond, qu'il y a une job à faire sur Tatooine. Là, fait que dans ce temps-là, on peut se dire, bon, ben, c'est Jabba, tu sais. Est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? En soi, ça doit l'être, là, parce que dans le fond, le film va finir avec cette histoire-là. Mais ça pourrait être vraiment pas ça, là. En tout cas, il s'ouvre la porte, là, tout simplement. Fait que Beckett, il part de son bord. Moi, je trouve que ça aurait été au pire une belle manière là, de fermer le personnage puis le faire revenir là, dans un solo 2. Là. Mais c'est ça, dans le fond, que ça sert. Dans le fond, pour qu'il y ait un punch, là, qu'il y ait quelqu'un là, qu'on sache pas exactement là, qu'est-ce qui allait se passer à la fin. Là. Dans l'équipe d'Infestness, là, c'est là où on voit le caméo là, de Wicket. On n'a pas eu, dans le fond, de caméo là, de DR2D2 puis de C3PO. Faut remarquer que c'est c'est pas à 100% vrai là, la croyance que R2D2 puis C3PO là, sont dans tous les films de Star Wars, parce que dans le fond, ils sont pas dans les films des Ewoks. Mais tout ce qui est officiellement de Star Wars maintenant, parce que les films des Ewoks ne font plus partie là, des films officiels, ben ils ont apparu dans tous les films. Puis là, ben, c'est la première fois où on voit pas C3PO et R2D2. Mais on a trouvé moyen là, de ramener là, Warwick Davis qui avait fait Wicket dans le Retour du Jedi, puis dans les deux films d'Ewok, ça coïncide. Là. Ce personnage-là, on l'a vu là, dans quasiment tous les films conséquents de Star Wars en faisant un genre de caméo. Là. On l'a vu même dans le dernier film, là, où il était dans dernier film, je parle de l'épisode 8. Là. Il faisait un autre genre de créature, là, il était comme caché dedans. Là, fait, en tout cas, c'est juste le personnage là, de Infest Nest. Je sais pas exactement. Là, je fais même des recherches là, parce que j'ai pas tout lu de Star Wars. Là.
j'ai pas tout joué tous les jeux, là, c'est pas un personnage qui revient en soi, là. C'est plus tout lié à ce film-là, là, à ce que ce personnage-là existe. C'est juste la manière qui est apportée, là, il a de l'air être plus que vraiment, là, qu'est-ce qu'il est, là. On dirait que c'est une révélation comme personnage, mais en bout de ligne, là, ce personnage-là existe juste dans ce film-là, là. Fait que je trouve que la révélation tombe comme à plat, là, quand on voit que c'est juste comme une humaine autour là, du casque, là, puis que ce personnage-là là, n'est rien d'autre là, qu'un personnage qu'on connaît pas là, en dehors de ce film-là. Peut-être qu'il se garde là, encore une porte ouverte là, pour un solo 2. Là, vous voyez, là, on dirait que je parle tout le temps de solo 2. Là, fait que, je trouve que dans ce coin-là, à partir de là, je trouve que ça sent là, un peu là, quelque chose qu'on pourrait faire là, dans une suite à ce film-là. C'est à partir de là, dans le fond, là, c'est ça. Là. On avait Beckett qui parlait de Tatooine, puis là, on a elle, qu'on ne sait pas exactement là, qu'est-ce qui va se passer. Mais là, ça on ne sait pas, mais en tout cas. Parce qu'en bout de ligne, là, elle ne servira plus à grand-chose. Elle va faire semblant plutôt qu'elle garde là, dans le fond le coaxium, là, mais elle l'aura même pas. Là. Fait que dans le fond, son personnage se termine pas mal là. Fait que Anne, Chewie et Kira ramènent le coaxium à Dryden Voss. Ce qui est drôle, c'est qu'ils laissent leurs armes à la porte. Mais la grosse ceinture de munitions là, que Chewbacca a, ben lui il garde ça sur lui, tu sais. Il peut avoir des grenades, il peut avoir n'importe quoi là-dessus, là, tu sais. Mais lui il garde ça sur lui là, en rentrant, il n'y a pas de problème. Les autres, ils doivent laisser le fusil à la porte. En tout cas, tant mieux si on réussit à faire passer là, les munitions, là. Fait que c'est ça, il se ramasse en face de Dryden Voss. Puis c'est là, on l'apprend dans le fond là, que Beckett, là, dans le fond, il était pas parti sur Tatooine. Finalement, il était allé les stouler, là, puis pour aller chercher le coaxium. Honnêtement, je trouve que c'est un petit peu forcé, puis c'est quasiment pour qu'il y ait pas un méchant, là, mais qu'on se débarrasse là, du personnage là, de Beckett. Parce qu'en bout de ligne, oui, on va se battre là, contre Dryden Voss, là, mais il me semble que ça n'aura pas d'impact. C'est sûr qu'avec Beckett, c'est là où qu'on a comme un accomplissement là, de personnage, là, en tout cas. Il y a quelque chose qui se passe. Là, parce que Dryden Voss, là, on s'en fout un peu. Là, dans le fond, Kira va prendre sa place, puis ça va être pas mal ça. Là. Elle va devenir le chef là, de son organisation à lui. Mais le fait de rajouter Beckett, qui dans le fond, lui, il se sauve avec Chewbacca, puis que finalement, là, ben, Han Solo va devoir tuer Beckett. Il va avoir tiré en premier. C'est, dans le fond, là, je suis certain que c'est un genre de clin d'œil là, à l'épisode 4. Je trouve que ça reste que c'est un personnage qu'on aurait dû garder là, pour un Solo 2. Là. En tout cas, on avait encore quelque chose qu'on pouvait faire avec lui. Là. Je suis pas mal sûr de ça. Là. On aurait peut-être plus dû donner de l'importance là, à Dryden Voss, puis essayer de compléter là, les choses avec lui. Là. Fait que Kira, c'est ça. En retournant en arrière, elle va faire comme si elle tuait Anne, là, comme dans tous les genres de films là, du monde qui essaie de trahir, puis qui ont après un bout, là, ils se revirent. Tu sais, c'est vu 100 millions de fois. Puis finalement, ben, c'est elle qui tue Dryden Voss, puis finalement, là, elle va s'arranger à dire à Anne, là, garde, va courir après Beckett, là, puis sauver ton ami Chewbacca, puis je vais rester ici, là, je vais régler les affaires. On va voir l'apparition là, en hologramme là, de Darth Maul. Darth Maul qui était mort dans l'épisode 1, que en théorie, là, quand on suit les films, ben, on ne sait pas pourquoi il a survécu. Là. Si on a écouté la série des Clone Wars, là, on sait pourquoi. Là. Ça, je sais pas là, si on aurait dû. Tu sais, c'est une bonne affaire. Je sais pas. Je trouve ça quand même. Là, il faut avoir écouté tous les Clone Wars pour écouter ce film-là, pour comprendre un peu le punch de la fin. C'est sûr que c'est pas ben important. Là. On sait c'est qui. Parce qu'en plus, là, si mettons, on n'était pas sûr si c'était Darth Maul ou pas, il va sortir son double sabre laser là, pour être sûr qu'on sache chez lui. Là. En tout cas. Mais je comprends pour les fans finis de Star Wars. Ça va lui dire que hey, ça a valu la peine que j'écoute les Clone Wars parce que je sais pourquoi que Darth Maul est là. Mais pour le commun des mortels qui ont écouté l'épisode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
puis qui ont écouté les deux spin-offs de Star Wars, là, le Rogue One puis ce film-là, là, ils vont bien se dire c'est quoi le rapport, Maul est mort. Ou ils vont penser là, que ça se passe avant l'épisode 1, là, mais ce qui n'a pas de sens, ça. Puis surtout avec un film comme Star Wars, qui est quand même gros comme public, je pense que là, tout d'un coup, on va chercher une référence là, à une niche de personnes là, qui ont vu toutes les Clone Wars. Oui, dans le fond, Disney ont dit qu'ils allaient garder là, les Clone Wars dans leur ligne temporelle. Mais d'avoir les films là, qui sont dépendants un peu là, d'un bout d'histoire sur une série télé, je trouve ça quand même beaucoup. C'est sûr que, aussitôt qu'on sait un peu là, des Clone Wars, là, qu'on a vu un peu couple de petits posters ou n'importe quoi, là, on sait tout de suite que Darth Maul est intervenu là-dedans. Là. Puis c'est comme j'ai dit, c'est pas quelque chose qui est super dépendant en fait d'histoire, là, qu'on sache exactement pourquoi Darth Maul est intervenu. C'est sûr que même là, on pourrait aller plus loin. Là, dans le film des X-Men là, que j'ai fait en début d'année, le professeur X est revenu là, magiquement là, sans aucun rapport. Là. Il était très mort. Très mort. Il était décédé à la fin de X-Men 3, puis il revient à la vie là, à la fin là, du film de Wolverine là, qui se passe juste après là, ce film-là. Là, fait que ça n'avait pas de sens. Fait qu'on pourrait prendre ça un peu dans ce sens-là, là, mais encore une fois, là, on pourrait bien dire des affaires. Là. Tu sais, pourquoi est-ce que Maul n'est pas revenu là, en même temps là, que Darth Tyrannus là, par Christopher Lee? Là? Tu sais, je sais pas, là. Tu sais, ça fait poser des questions pas mal là, dans le point de vue des films, là. Mais encore une fois, ça nous donne quelque chose à explorer là, dans un Solo 2. Puis d'après moi, ce bout d'histoire-là est fait pour qu'on ait une suite, parce que ça termine pas mal là. C'est sûr que, comme j'ai dit, j'ai vu les Clone Wars, mais j'ai pas vu la série Rebels. J'ai pas encore écouté les Mandaloriens. Là, on est rendu à 5 ou 6 chapitres là, de l'histoire. Là, c'est sur le point de terminer. Là. Je sais pas exactement où est-ce que l'histoire là, de Darth Maul s'en va. Là. Un jour, là, je vais les écouter, là, mais je suis pas rendu là. Fait que peut-être qu'il se rend pas à l'épisode 4, là, je le sais pas. Là. Mais en tout cas, je trouve qu'on a une porte de sortie dans le fond là, pour avoir quelque chose d'intéressant là, dans Solo 2. Sauf que Darth Maul contre Han Solo, je sais pas qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Là. Fait que, suite à ça, suite à la mort de Beckett, on sait que Beckett, dans le fond, là, il respectait beaucoup Anne, là. Il l'aimait bien, là, mais c'est ça, il pense à lui-même, là. C'est un solitaire, puis je veux dire, c'est lui, mi mercenaire, on dit. Puis il aurait tué Anne, là, ça aurait été juste qu'est-ce qu'il aurait dû faire, là. C'est ce qu'il va dire. Mais je trouve que c'est bien plate là, qu'on n'a pas gardé là, pour un prochain film. Là. Puis ça aurait fait peut-être une chose émotionnelle un peu plus. Si, mettons, à la fin du deuxième film, là, il serait retourné contre Han Solo, là, mettons, là, en tout cas. Fait que Han Solo a besoin du Faucon millénaire pour être Han Solo de l'épisode 4. Il va retourner aller voir Lando, puis on sait que dans le fond, là, c'est là où ce qu'il va gagner là, le Faucon. Ça va finir pas mal là-dessus. Qu'est-ce qui a vraiment attiré Han Solo à vouloir aller chercher le Faucon? Oui, il sait que L337 est dans le système, mais c'est comme s'il y a juste le seul et unique vaisseau que Han Solo peut aller chercher, c'est le Faucon. Mais le Faucon, il est tout magané. Pourquoi il court après ce vaisseau-là? Je sais pas. Il vient de passer au toast bien raide, là. Que ça a pas... je trouve que ça a quasiment pas de sens. C'est juste vraiment à cause de l'épisode 4 qu'Han Solo va courir après le Faucon. Mais encore une autre petite chose... avant de finir là, sur le Faucon, on est en train de nous dire que à peu près en 40 ans, si le Faucon avait l'air neuf, avec tous les panneaux là, qu'on a vus au début, là, ça veut dire qu'en 40 ans, il n'y a personne là, qui a pensé commencer à remettre des panneaux dessus et essayer de la remettre à neuf. On l'a comme laissé à son état tout magané. Là. Ça explique peut-être pourquoi que Han Solo a tant de misère avec le Faucon là, dans l'épisode 5. Fait qu'en conclusion, j'ai un peu le même dilemme que j'avais là, dans le fond, là, dans le film là, de Rogue One. C'est quoi qui fait un film de Star Wars? Dans ce film-là, là, on parlera pas de force, on parlera pas de chevalier Jedi. Tout l'aspect religion, ou l'aspect mythique là, de la force, tout ça, on n'en parle pas du tout dans ce film-là. C'est sûr que peut-être que Star Wars ne se limite pas à ça.
On parle d'un film qui s'appelle La guerre des étoiles. On est supposé de parler de guerre. On a un petit peu là-dedans, là, mais c'est pas vraiment ça. On a l'histoire, là, dans le fond, là, d'un spin-off. Là, c'est sûr que c'est bien marqué. Là, ça s'appelle Solo, A Star Wars Story. Là, c'est pas marqué Star Wars en gros. Là. Mais c'est quoi qui fait que ce film-là reste un film de Star Wars et non tout simplement un autre film d'action qui se passe dans l'espace, que ça s'appelle Starfighter ou que ça s'appelle Battlestar Galactica, ou Star Trek, ou qu'est-ce qui fait que, dans le fond, là, on sent qu'on est dans un film de Star Wars. On a le personnage de Solo, on a le Faucon millénaire, on a Chewbacca, on a toute cette esthétique-là pour nous rappeler qu'on est dans un film de Star Wars. Sauf que si on n'avait pas l'esthétique, on se ramasserait encore juste avec un film là, qui aurait pu s'appeler n'importe quoi d'autre. Là. Ça, c'est là où j'ai un petit peu de problème. Oui, on a les clins d'œil, puis les choses qui se passent en dehors des films, tout ça, mais essentiellement, là, ça pourrait être un film là, qui serait dans n'importe quel autre univers. Ça pourrait être du Star Trek, ça pourrait être du n'importe quoi. C'est juste que là, on a un qui s'appelle Han Solo, qui est un personnage qui vient de l'univers de Star Wars, mais le film en soi n'est pas nécessairement approprié à Star Wars. Fait qu'un peu comme Rogue One, j'ai pas mal le même sentiment. De nos personnages qu'on a, là, qu'ils soient Tobias Beckett, que ce soit Han Solo, Chewbacca, tout le monde apporte quelque chose à l'écran. Puis c'est très bon à cause de ça, les acteurs, tout ce qu'ils nous apportent. Sauf que l'histoire, à son cru, à sa base, n'est pas un film de Star Wars. C'est comme je peux pas le dire que c'est un film de Star Wars. Puis c'est comme je peux pas l'endosser comme un film de Star Wars. C'est sûr que si je la regarde à sa base, là, même là, le film en soi, là, je dis que je serais pas un peu à l'endosser. C'est probablement là, bien inférieur à Rogue One. Il manque quelque chose. Oui, on a des bons personnages, mais le film, il manque encore quelque chose. Il y a quelque chose qui n'est pas là. Moi, je commence à croire que dans le fond, là, le film de Star Wars, les spin-offs, là, les histoires d'à côté, là, si ça touche pas là, les Skywalker, on dirait que j'ai plus de la misère embarquée. Là. Rogue One, c'est un petit peu un cas à part. On a touché des affaires, là, on a touché Darth Vader. On a touché même la princesse Léa. On a touché un petit peu là, toutes des affaires qui relient directement au film. C'est comme un complément à l'épisode 1, à l'épisode 4. Mais ce film-là, il se passe juste dans l'univers sans nécessairement se sentir dans un univers propre là, par rapport à ce qu'on n'a pas de force, tout ça. Là, Fait que ultimement, là, je vais me tenir sur un jaune. C'est pas la pire affaire, c'est pas le meilleur des films. Sauf que, rendu là, on voit quand même, là, en fait de visuel, tout, là, on commence à dégrader, là. Si vous avez écouté mon épisode précédent, là, ben moi je trouve qu'on s'en allait dans une bonne direction là, avec l'épisode 8. C'est sûr que l'épisode 8, là, ultimement, a été mal reçu, puis dans le fond, il y a eu des effets là, sur ce film-là. Ce film-là est sorti là, quelques mois là, après l'épisode 8. Là, fait que peut-être aussi là, qu'on a envoyé trop de Star Wars là, d'un coup. Peut-être que ce film-là aurait dû sortir peut-être un an après et non 6 mois plus tard. Mais ultimement, là, je pense que ce qui tue le film, là, c'est que c'est un film là, qui est très ordinaire, très d'arabe. Oui, Alden Ehrenreich, il est capable là, de remplacer Harrison Ford. C'était l'exploit que ce film-là devait faire. Sauf que c'est à peu près tout ce qu'il fait qu'on en ressort là, de ce film-là. Je suis ouvert à avoir un solo 2 par le fait que l'acteur est capable de tenir le personnage. Sauf que on aurait besoin d'autres choses. Là. Ramener Darth Maul, faites quelque chose là, qu'on va se sentir plus là, dans un univers Star Wars et non juste dans un univers de guerre d'étoiles, de vaisseaux là, interplanétaires ou qu'on se promène d'une planète à une planète. Là. Moi, je pense que c'est ça qu'on aurait besoin pour le deuxième film là, ou pour tous les spin-offs. Tu sais, on parle là, dans le fond là, de faire d'autres films là, en dehors des Skywalker. On parle peut-être là, de faire quelque chose là, comme The Old Republic, là, l'Ancienne République, là, qui se passe des centaines d'années avant l'épisode 1. Tu sais, on va rester quand même là, avec des Jedi, puis de la Force, puis tout. Les Sith, puis les sabres laser. Puis, tu sais, je veux dire, c'est ça Star Wars, c'est tout le mix-up de tout ça. On mélange tout ensemble. Mais là, on a juste une partie. Tu sais, c'est comme que je ne voudrais pas nécessairement que Star Wars soit juste l'aspect Jedi.
sais, on mélange tous les aspects ensemble. C'est ça qui fait la globale, puis qu'on réussit à faire une histoire à partir de là, qu'on construit l'univers. Mais ce film-là, il se garde juste sur ses personnages. Les personnages sont intéressants, là. Tobias Beckett, c'est probablement même le meilleur personnage là, dans ce film-là. Je suis pas un grand fan là, de Woody Harrelson. Là. Je veux dire, il me dérange pas, comme que je ne vais pas courir au cinéma pour le voir. Là. Mais en général, chaque fois que je le vois, là, il est correct. Mais dans ce film-là, je trouve qu'il apporte beaucoup au film, puis sa relation avec Han Solo. C'est pas mal la clé là, du film. Là. Puis t'as la relation Han Solo avec Kira, t'as la relation avec Han Solo puis Chewbacca. C'est là où il y a un petit problème aussi. On pourrait avoir eu quelque chose d'approfondi. Surtout, on aurait pu avoir un Chewbacca un petit peu plus approfondi. Pas que je veux une demi-heure sur Chewbacca puis comprendre au complet, mais on aurait pu essayer d'avoir une profondeur, qu'il y ait quelque chose d'autre que juste sauver ses compatriotes Wookiee, là, tu sais. C'est trop cliché, c'est juste comme pour y donner quelque chose à faire, mais il n'y a rien internement. Tu sais, je comprends qu'ils ne peuvent pas vraiment le faire parler, mais il y a des manières de faire ça là, dans un film, là, de le montrer qu'il peut avoir autre chose que juste sauver d'autres Wookiees, tu sais, qui a une personnalité. La seule personnalité qu'on lui met, c'est que tout d'un coup, il devient attaché à Anne. Puis pourquoi qu'il continue avec Anne, je sais pas. Il a peut-être aimé la douche, je sais pas. Tu sais. Fait que je trouve que on a passé un peu à côté là, sur cet aspect-là. Le personnage de Lando, bien merveilleux aussi. C'est un atout au film. Puis même L337, un autre atout au film là, qui est très qui est pas beaucoup, mais on parle de quelques minutes, là, mais je veux dire, c'est quelque chose qui rajoute. Ça rajoute un peu de légèreté au film. Là. Mais le film, ultimement, aussi, il y a beaucoup de légèreté. Là. C'est un film qui est quand même assez léger, pas trop sérieux, mais qui est tout le temps en train de quand même là, être sur le bord de la limite là, du ridicule, puis du trop drôle. Là. Ce qui fait que quand même, quand on a des scènes sérieuses un peu, là, on a de la misère un petit peu à forcer le côté plus sérieux que ça l'est vraiment parce que on a joué un petit peu tellement, pas dans le côté ridicule, on va jamais vraiment dans le ridicule, mais dans le côté là, pas assez sérieux qu'on sent jamais vraiment la menace. Puis ça fait que le film là, n'est pas un grand succès pour ça. Fait que ça y est, on est enfin rendu à la fin de tout le marathon pour se rendre à l'épisode 9. Si vous écoutez l'épisode là, dans un futur lointain, dans une galaxie très très proche, ben, comme je vous rappelle, comme j'ai dit au début de l'épisode, j'ai pas vu encore l'ascension de Skywalker. Ça va aller dans sensiblement 2 semaines, où est-ce que je vais même publier là, mon épisode, là, mon émission sur ce film-là. J'ai pas vu grand-chose sur le film. J'ai vu le premier trailer là, il y a quelques mois. Fait que je suis pas vraiment au courant. Là. Puis même tous les trailers qu'on a eus là, pour chaque film de Star Wars n'étaient pas très très révélateurs. Hein. Fait que j'essaie autant que possible là, de me garder là, dans l'ombre. Puis rien savoir là, autant que possible là, pour me garder là, toutes les surprises pour le film. Tout ce que je sais, c'est que le film, dans le fond, il est supposé de fermer là, les 9 films là, de l'épisode 1 à 8, puis que lui, dans le fond, il est supposé de faire une conclusion totale là, à la saga Skywalker. C'est tout ce que je sais, c'est ce que je m'attends. Je m'attends à ce que, dans le fond, là, qu'il y ait une cohérence là, au complet de 1 à 9. J'espère vraiment que les écrivains là, de ce film-là vont avoir pris des notes là, sur tous les épisodes. Même les spin-offs qui aillent tout bien à garder, qui essaient de fermer tout au complet, qui essaient pas de faire trop un réchauffé, qui fassent une histoire propre là, à ce film-là, qu'on a l'histoire à part, qui ferme tout, qui nous donne une satisfaction, qu'on n'ait pas peur aussi là, de prendre des risques. Chose que dans le fond, là, dans l'épisode 7, qui n'avait pas été vraiment lancé, là, on avait tué le personnage d'Han Solo, là, mais j'appelle pas ça prendre un risque. Là, on a joué ça pas mal safe comme film. Ben, en tout cas, écoutez ma critique là, pour savoir qu'est-ce que j'en parle. Ça. Mais l'épisode 7 était fait là, plus pour rebalancer, dans le fond, les films, hein, et non pour essayer de faire traverser les nouvelles frontières. Mais ce que j'espère vraiment que l'épisode 9 n'aura pas peur de vouloir aller dans une direction, puis ils vont tenir jusqu'au bout, un peu comme que l'épisode 8 a fait.
Puis à partir de là, quand on va refaire un nouveau Star Wars là, dans 3 ans ou 4 ans, là, quand ils vont décider d'en faire des films, là, puis lâcher les séries télé, qu'on comprenne là, qu'ils n'ont pas peur, puis qu'ils peuvent se lancer dans un nouvel univers, une nouvelle histoire, puis qu'on n'ait pas l'impression là, qu'on fait juste faire du réchauffé. Ce que j'ai l'impression là, qu'on fait un peu là, dans les 4 films là, du Disneyverse pour l'instant, là, mis à part certaines parties de l'épisode 8. Fait que au prochain épisode, comme j'ai dit, ça va être l'épisode 9, l'ascension de Skywalker. Pour recevoir l'épisode des apparitions, vous pouvez prendre le feed RSS là, qui est publié là, dans la description de l'épisode. Ça va vous donner là, dans le fond là, accès là, si vous l'embarquez là, dans votre application podcast. Là, vous allez recevoir l'épisode des apparitions ou vous pouvez suivre sur Spotify ou sur Podbean ou pas mal n'importe quel logiciel de podcast. Marquez le nom là, du podcast, puis vous vous enregistrez, puis aussitôt qu'il y a une nouvelle parution, ça se télécharge automatiquement là, dans votre appareil. Alors, d'ici le prochain épisode, que la force soit avec vous. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusé. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. Les opinions qui se sont dites sont les miennes et ont pour but de mieux comprendre le film et ou trouver un sujet de discussion et non de servir comme version officielle ou définitive du film discuté ici. N'oubliez pas de suivre la page Facebook de Premier Visionnement pour être informé de nouveaux podcasts. Vous pouvez écouter Premier Visionnement sur plusieurs plateformes, dont Spotify, YouTube et Stitcher. Merci et au prochain épisode.